Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un phénomène vraiment mondial qui ne cesse de grandir, le Pilate. Des millions de pratiquants, des studios absolument partout. Comment cette méthode a-t-elle réussi à tisser sa toile comme ça sur toute la planète? Pour essayer d'y voir plus clair, on s'appuie sur une analyse assez pointue de Caroline Berger, de Femini. C'est une experte en pédagogie du mouvement et elle a vraiment décrypté ce marché global. Notre but aujourd'hui, comprendre un peu les clés de cette expansion, voir ses différents visages selon les cultures, et puis qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour réussir dans ce domaine. Alors, commençons peut-être par l'ampleur du phénomène. C'est assez impressionnant. On parle de plus de 200 000 structures dédiées dans le monde. Ah oui, quand même. Oui. Et environ 35 à 40 millions de personnes qui pratiquent régulièrement. C'est énorme. Avec une croissance particulièrement forte en Asie, au Moyen-Orient, aussi en Amérique latine. Mhm. Apparemment, les classes moyennes et puis toute l'image véhiculée sur les réseaux sociaux, ça y est pour beaucoup. Oui, et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que cette expansion, elle n'est pas du tout uniforme. Le Pilates, il se teinte vraiment de la culture locale. C'est-à-dire? Par exemple, en Allemagne ou en Suisse, il est souvent très axé sur la rééducation, le côté santé. En Corée du Sud, c'est complètement différent. C'est le high-tech, l'ultra-personnalisation qui domine. Ah oui, Aux États-Unis, il va souvent s'intégrer dans des offres de fitness beaucoup plus dynamiques, plus workout, d'accord. Et ailleurs, par exemple. et un service très premium. Et en Amérique du Sud, eh bien, c'est la pratique à domicile qui explose, beaucoup via des cours en ligne. Ce qui le rend plus accessible, j'imagine. Exactement. Plus accessible financièrement. Donc voilà, une seule méthode au départ, mais des applications et des perceptions finalement très diverses. Mais alors comment on explique un tel succès planétaire? Qu'est-ce qui fait que ça marche partout? L'analyse de Caroline Berger, elle met en avant plusieurs points forts. D'abord, son accessibilité. Jeune, moins jeune, sportif ou pas, a priori, tout le monde peut s'y mettre. Oui, ça c'est fondamental. Et puis il y a cette approche dite holistique qui connecte vraiment le corps et l'esprit. On cherche un bien-être global. C'est plus que juste faire des exercices. Exactement. Et il y a aussi les effets concrets, durables sur la posture, le soulagement de certaines douleurs. Ça améliore la qualité de vie générale, quoi. Mhm. Et sans oublier sa grande adaptabilité. Ça aussi, c'est clé. On peut pratiquer au sol, avec très peu de matériel, Le fameux mat, voilà, ou sur des machines spécifiques, les fameux reformers, les Cadillac, ces grands appareils un peu impressionnants avec des ressorts. mais très emblématique. Tout à fait, ou même en ligne, maintenant. Il y en a plusieurs. Le coût, ça reste quand même un frein majeur. Les formations sérieuses, ça coûte cher. Ah oui, Oui, et l'équipement professionnel aussi, les machines dont on parlait. Donc ça limite forcément l'accès dans certaines régions ou pour certains publics. d'accord. Après, il y a une certaine confusion autour des certifications. C'est parfois difficile de distinguer une formation vraiment approfondie, sur plusieurs centaines d'heures, d'un stage express de quelques jours qui donne un papier. Je vois. Et l'image, parfois un peu élitiste ou très féminine, ça joue encore, hein. Oui, ce stéréotype, il persiste encore un peu, même si, bon, ça évolue. Et puis, il y a l'essor des grandes chaînes. Hmm. Alors, d'un côté, ça standardise l'offre, ça la rend peut-être plus accessible, mais de l'autre, ça peut parfois diluer un peu la richesse pédagogique originelle de Joseph Pilates. Et le numérique dans tout ça? Le numérique, c'est à double tranchant. Ça démocratise, c'est certain, mais la qualité en ligne est très très variable. Le suivi personnalisé, c'est forcément plus compliqué derrière un écran. D'accord. Alors, abordons un point vraiment clé pour les professionnels ou ceux qui aimeraient se lancer. Quels conseils pratiques on peut retenir? Le message principal, il est très clair. La qualité de la formation initiale, c'est absolument crucial. Il faut vraiment viser des cursus longs, approfondis, pas les stages express dont on parlait. Surtout pas. Il faut aller bien au-delà de la simple reproduction de mouvements. C'est un vrai investissement, mais il est essentiel. Et bien sûr, il faut connaître son marché local. C'est-à-dire adapter son discours, sa communication. Tout à fait. On va pas vendre le Pilates de la même façon à Copenhague, où l'argument santé-prévention va être très porteur, qu'à Dubaï, où une approche plus premium, style de vie, sera sûrement plus efficace. L'essentiel, et Caroline Berger insiste beaucoup là-dessus, c'est d'être un véritable pédagogue, observer finement, corriger avec justesse, guider la respiration. C'est bien plus que d'être un simple démonstrateur parfait sur Instagram. Donc, l'observation, la correction, l'accompagnement. Exactement.
D'autres conseils peut-être? Hmm. L'analyse mentionne une offre claire, ne pas noyer les gens sous trop d'options, oui c'est important, et communiquer de façon authentique. Se concentrer sur les bénéfices profonds, l'alignement, le souffle, le bien-être ressenti, plutôt que juste sur l'esthétique. Et la fidélisation. Ah, ça passe par une écoute réelle et un accompagnement vraiment individualisé. C'est ça qui crée la relation sur le long terme. Alors si on devait résumer, quel est le message final à retenir de tout ça? Le Pilates, c'est clair, c'est une tendance de fond mondiale, pleine d'opportunités. Oui, Mais le succès durable, il semble vraiment dépendre de la profondeur, de la rigueur de l'enseignement et d'une approche authentique, moins dans les paillettes ou la standardisation à outrance. c'est exactement ça. Et au-delà du simple business, je pense que le succès du Pilates révèle peut-être un besoin plus profond de notre époque. Lequel? Celui de ralentir, de se reconnecter à son corps, à son souffle, de retrouver un mouvement conscient. On est tellement sollicité, tout va si vite. Hmm. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Si cette quête de présence, de conscience corporelle trouve un tel écho dans le Pilate, comment est-ce que ça pourrait infuser d'autres domaines de nos vies? Peut-être même notre rapport au temps face à ce monde qui nous pousse sans cesse à accélérer. Question à méditer. Merci pour cet éclairage.